Mercredi 22 janvier, bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition au sommaire de l'actualité. Un retour à la normale après un blackout historique qui a affecté l'île Sœur, des conséquences en cascade, pas d'électricité, une distribution d'eau perturbée, un réseau de téléphonie mobile impacté. Nous ferons le point sur cette situation inédite. Que faire après le bac? Nous parlerons de cette enquête éducation de l'Institut de la statistique de Polynésie. Plus de 3000 lycéens interrogés, éclairage dans votre journal. Coup de projecteur sur Taha'a et le secteur de l'agriculture qui est en plein essor sur l'île Vanille. Explication dans cette édition. On peut parler d'un blackout historique à Moorea, historique par sa durée, car depuis mardi 17h30, une panne générale a affecté l'ensemble de l'île. Après 20 heures de coupure, l'électricité est progressivement revenue aujourd'hui sur l'île Sœur. Une situation inédite avec une cellule de crise qui a été activée. Désiré Teivao, Mireille Teato. Il aura fallu que des agents de l'État et des techniciens d'EDTNJ montent au créneau aux côtés de l'EPIC Teitorau Moorea Maio pour finalement identifier la panne. Un défaut sur la sécurité incendie qui a mis hors tension les groupes électrogènes de la centrale. On a repris la main en mode manuel plutôt qu'en automatique qui se mettait en sécurité. On a supprimé les lignes informatiques qui mettaient en sécurité systématiquement. Donc ça veut dire qu'on va être sous surveillance H24 au niveau de la centrale avec une présence permanente. Et ensuite, on va engager dès demain donc des travaux pour repasser en mode automatique normal. Le retour à la normale a été progressif sur l'île Sœur. Pour faire face au blackout, le maire de la commune a mis en place son plan de sauvegarde, avec une priorité, assurer les soins à la population et l'approvisionnement en eau. Les zones prioritaires pour pouvoir apporter, déjà il y a de la coupure d'eau depuis hier soir, l'électricité on sait très bien, mais c'est surtout de sécuriser les zones et d'apporter les moyens d'eau. L'EPIC et le conseil municipal sont bien conscients de la grogne de la population après plus de 20 heures de blackout. Un geste commercial pourrait être envisagé. On est en train de voir aussi de regrouper le CA de l'EPIC pour pouvoir en discuter des pertes matérielles, des pertes alimentaires de cette population-là qui, malgré depuis hier soir, ils ont souffert jusqu'à aujourd'hui. Dans une interview à Radio 1, le Tavana Evans Haumani a pourtant réaffirmé son soutien à l'EPIC et indiqué qu'il ne regrettait pas son choix d'une gestion en interne du réseau. L'électricité qui a été rétablie sur Moorea en milieu d'après-midi. Dans un communiqué, le haut-commissaire évoque la fin de la coupure générale. Les écoles et les collèges restent toutefois fermés demain, jeudi 23 janvier, à Moorea. Et du côté de la population privée de courant et d'eau pendant près de 24 heures, quelles ont été leurs réactions? Les usagers n'ont pas caché leurs exaspérations face à la fréquence des pannes dans leur viseur. La reprise en main de l'électricité par l'EPIC Teitorau no Moorea, Esther Cuneo sur des images de Joseph Poulain. Il fallait s'armer de patience ce matin pour faire le plein aux rares stations ouvertes. À Vaiare, la station Shell a pu s'équiper d'un groupe électrogène avec l'aide de la mairie. Si certains automobilistes gardent le sourire malgré l'attente, d'autres n'hésitent pas à dénoncer les coupures à répétition. Je pense que c'est mieux quand c'était EDT qui s'occupait de l'électricité de Montréal. Parce que là, vu depuis la reprise de la commune, là, putain, c'est la merde. La merde. En plein été polynésien, les habitants de Moorea ont particulièrement souffert de la chaleur. J'espère que ça va être réparé dans la journée, parce que c'est déjà depuis hier soir. Hein. Déjà la nuit, elle est passée, elle a été très difficile, je pense, pour tout le monde. Quoi. Là, il fait chaud, et c'était affreux. On va voir, on espère dans la journée, j'espère. C'est pas aussi trop évident, quoi. Avec le chaud qu'il y a, il n'y a pas de ventilateur, après surtout pour les produits frais. Ouais. Quand il n'y a pas de courant, c'est pas évident, quoi. Parce que si ça dure encore un peu longtemps, je ne sais pas ce qui va se passer avec les habitants. Sans électricité, la téléphonie mobile a également été perturbée. Les équipes d'Onati et de Vodafone se sont activées sur place pour rétablir la communication. Perturbations sur le réseau d'eau potable également, car la panne générale a fortement impacté les usines de la Polynésienne des eaux. Les usagers sont donc contraints de passer au système D. On va à l'arrivée,
remplit des bidons d'eau là pour l'amener à la maison. Mais les inquiétudes sur la fréquence des coupures, leur impact sur l'activité économique ou sur les patients soignés à domicile ne devraient pas s'arrêter là. Une coupure qui avait impacté la distribution d'eau sur le réseau. Au total, 6 000 logements concernés. La Polynésienne des eaux avait appelé à une consommation responsable de l'eau. Les équipes s'étaient mobilisées pour un retour à la normale. On écoute Manoua Guénec, directeur du développement à la Polynésienne des eaux, au micro de Nicolas Pérez. On a mobilisé alors évidemment toutes les équipes de Montréal, mais aussi des équipes qui sont sur Tahiti, avec des moyens humains en renfort et puis surtout des groupes électrogènes. Donc on a fait venir 3 groupes électrogènes de Tahiti, plus 2 qui étaient sur place. Donc le temps de les acheminer sur place, de trouver aussi des fûts de gasoil pour alimenter les groupes, de les raccorder, de mettre en route les forages et les usines. Donc là on a réussi entre 11h et 11h30 ce matin à remettre en route l'usine de Haumi, donc pour alimenter prioritairement la zone de l'hôpital. Donc ça couvre tout le secteur entre Vaiare et Maatea, donc ça c'est fait depuis 11h30 midi. Et les usines de Haumi et de Papeto et Nuurua sont en cours de remise en route là, actuellement. Donc ce qu'on va demander à la population, c'est d'être évidemment patiente, mais aussi de nous aider en faisant preuve d'économie, donc de ne pas, d'utiliser l'eau vraiment que pour les besoins essentiels dans les premières heures cet après-midi et ce soir, pour laisser de l'eau pour tous les habitants. Je vous le disais, en titre, le bac et après. L'Institut de la statistique a mené une enquête en 2023 dans l'ensemble des établissements du territoire. Les élèves de terminale ont été interrogés sur leurs conditions de vie, leur activité et leurs souhaits d'orientation. Plus de 60% des élèves de terminale perçoivent l'intérêt de leurs études et comptent les poursuivre. Thomas Chabrol. Être en terminale, c'est penser à son bac tout en préparant la suite. Ces élèves s'inscrivent sur Parcoursup pour formuler leurs vœux et leur choix d'orientation, une étape importante dans leur cursus. Dans cette classe, plusieurs d'entre eux ont une idée précise sur leur poursuite d'études après le bac. J'hésite entre Sciences Po, je suis la prépa, je vais bientôt passer l'examen, et du droit. Mais je ne pourrais pas faire le droit ici parce que je préférerais faire un double diplôme, donc une double licence sûrement avec des langues ou de l'art. Après l'obtention de mon bac, je prévois de faire une licence en droit, donc 3 années ici à l'UPF et peut-être un master en France. Dans une enquête réalisée en 2023 sur l'ensemble des établissements de la Polynésie, les 3/4 des élèves de terminale ont répondu vouloir poursuivre leurs études, et particulièrement les élèves de filière générale. Un peu plus de 80% d'entre eux savent dans quel domaine ils souhaitent travailler. Je compte aller à Bordeaux, en France, pour me réinscrire soit dans un lycée, soit par la suite faire une formation pour adultes, pour pas forcément repasser par un bac pro, et pour faire par la suite mécanique spécialisée moto. La question de la mobilité est dans les esprits. Quel que soit leur projet, une majorité des élèves de terminale déclarent vouloir rester en Polynésie. Un tiers souhaite se rendre dans l'Hexagone pour découvrir un autre univers. L'étude menée en 2023 indique que 17,5% des futurs bacheliers envisagent un autre pays étranger. Cette tendance reste d'actualité et les élèves se projettent pour revenir plus tard au Fénois. Au fur et à mesure des années, on voit justement l'engouement de nos élèves pour une poursuite d'études. Alors une poursuite d'études, mais aussi pour une insertion professionnelle après cette poursuite d'études en Polynésie française essentiellement, parce que justement notre jeunesse parfois est amenée à partir en métropole, dans des pays étrangers parce qu'ils font ce choix, mais c'est aussi l'optique de revenir sur le territoire et d'amener des compétences sur le territoire. La plupart sont plutôt les scientifiques qui veulent partir à la quête de formation à l'étranger dans le but de voir autre chose qu'il y a déjà ici en Polynésie. Études, mobilité, travail, ces futurs étudiants ont des projets d'avenir et une grande majorité a une vision positive de leur scolarité. Un milieu qui permet d'apprendre, de se former en vue d'exercer un métier et enfin de créer du lien social. Suite et fin du déplacement de Moïse Broderson à Paris. Après avoir échangé avec le chef de l'État Emmanuel Macron, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, le président a clôturé sa série de rencontres avec le ministre de l'Économie et le Premier ministre. L'occasion d'aborder les problématiques polynésiennes et plus largement ultramarines. Je vous propose d'écouter le président Moïse Broderson, notamment la question du budget de la mission Outre-mer.
au micro de Pascal Galoupa. On n'a pas forcément que des bonnes nouvelles puisque l'effort budgétaire global qui est demandé à la nation, il se traduit aussi dans les Outre-mer et aussi chez nous. On en a discuté ce matin, j'étais avec Olivier Jacob, la Direction Générale des Outre-mer, on est rentré un peu dans les questions techniques. On a abordé également le sujet avec le ministre de l'économie, on a, on va dire, certaines réponses qu'on attend de manière précise. Notamment sur les contrats de développement et de transition, sur le fonds vert et sur d'autres outils sur lesquels on a demandé des ajustements là, pas tant sur les enveloppes mais sur les process. Voilà. Le budget de la mission Outre-mer a été adopté, on va dire, de manière positive, puisque on est revenu sur des chiffres qui sont à la hausse. En revanche, il faut demeurer attentif à l'ensemble des missions qui ne sont pas dans la mission Outre-mer, mais qui représentent en fait 5 fois plus en termes de volume financier que celles qui sont gérées par le ministère des Outre-mer. La question du nucléaire dans l'actualité, le délai de demande d'indemnisation prolongée de 3 ans pour les ayants droit. Pour rappel, les ayants droit d'une personne décédée avant 2019 avaient jusqu'au 31 décembre 2024 pour déposer leur demande d'indemnisation auprès de la Commission d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Le Sénat a adopté ce mercredi un amendement proposé par les élus polynésiens qui rallonge ce délai de 3 années supplémentaires. Hier soir, à Paris, le haut-commissaire de la République en Polynésie, Eric Spitz, a été fait commandeur de l'Ordre national du mérite, une distinction qui lui a été décernée par le président de la République, Emmanuel Macron. Cette promotion vient récompenser son action au service de l'État, notamment à la tête du Haut-Commissariat de la République en Polynésie française, une cérémonie à laquelle ont assisté le président Moïse Broderson, les 2 sénateurs de la Polynésie et l'ancien haut-commissaire de la République en Polynésie, Anne Boki. C'est encore un peu Noël dans les commerces du Finnois. Coup d'envoi des soldes ce matin, l'occasion pour les enseignes de faire de la place pour les nouvelles collections et pour les clients d'aller à la chasse aux bonnes affaires. Ils étaient déjà nombreux ce matin dans le centre-ville de Papeete, même si après les fêtes, le pouvoir d'achat des Polynésiens est limité. Laure Philibert, Matai Horei. À peine ouverts, les rayons des boutiques du centre-ville font le plein de curieux. Une affluence due aux réductions parfois importantes, l'occasion de compléter sa garde-robe. Oui, c'est une bonne affaire parce qu'il y a moins de prix là aujourd'hui. Et ça vaut le coup de venir acheter les chemises pour les hommes. Vous avez fait la razzia? Oui. Pour les soldes, mais je n'ai pas vraiment de budget pour l'instant. Ça dépendra des affaires. C'est les coups de cœur, voilà. Enfin, je pense qu'ils viennent pour acheter avant de rentrer chez eux aussi. Je vois beaucoup de clients comme ça. Ils ont fini les vacances et c'est le bon moment de venir faire les courses. Et ça tombe bien et qu'on est en solde en ce moment. Et voilà, quoi. Mais il n'y en a pas autant. On attend les clients qui viennent en ce moment. Voilà. Ces soldes sont les premiers de l'année 2025. Ils arrivent après ceux des États-Unis et de France. Si les Polynésiens dépensent plus facilement après le versement des salaires, la date est un choix des commerçants. Ce sujet a été débattu lors de notre réunion, mais les commerçants ont préféré justement qu'on maintienne cette date avant la Saint-Valentin, pour qu'ils puissent ensuite faire une autre opération commerciale. C'est une période de solde qui permet en fait pour eux de clôturer l'année 2024 et d'en démarrer une nouvelle. Je pense que la fin du mois, ça aurait été préférable pour la plupart des personnes. Pour notre part, aujourd'hui, on a très bien débuté. On a eu beaucoup de passages depuis ce matin. Pour les dates, ça aurait été mieux, bien sûr, à la fin du mois, voire même la semaine du 7 aussi, parce qu'il y a bien sûr nos petites mamies aussi qui veulent venir s'habiller. Si la plupart des commerces de textiles du centre-ville participent à l'opération lancée par la Chambre de commerce, les gourmands ne sont pas oubliés. Oui, il y a une saisonnalité, bien sûr. Je ne peux pas vendre mes Pères Noël à la Saint-Valentin. Donc autant que les adultes et les enfants viennent se faire plaisir, parce que même si ça reste des sujets de Noël, ça reste du chocolat et ça reste de la gourmandise. Moi j'ai des petits gourmands qui sont déjà passés par là. C'est pour ça qu'il m'en reste peu. La chasse aux bonnes affaires, c'est jusqu'au 9 février. Cette année, la CCISM n'a fixé que 2 périodes de solde au lieu de 3. La prochaine est prévue pour la fin septembre.
On parle tourisme avec le chiffre du jour, 263 766. C'est le nombre de touristes de passage au Fénois. Sur l'année 2024, la fréquentation touristique en Polynésie française est la plus élevée jamais mesurée. L'Institut de la statistique parle d'une hausse de 0,8% sur un an. Après le tourisme, direction Taha'a. On parle d'une agriculture en plein développement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les acteurs du secteur primaire ont doublé leur surface d'exploitation en 2024. Un travail réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire, Jessica Doucet. 350 hectares de terres cultivées en 2024, c'est 37 de plus qu'en 2023. Comment cette île rurale est-elle parvenue à ce résultat? Grâce à une collaboration étroite entre l'association F'ahutu Yataha et la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, la CAPL. Sur les 37 nouveaux hectares mis en exploitation, 18 sont destinés à la culture de la canne à sucre, un secteur en plein essor. Le reste concerne les cultures vivrières, légumes, fruits et autres. Ça commence à être un vrai développement et puis dans les années à venir, nous croyons et nous pensons positif de pouvoir plus embellir et puis se nourrir par nous-mêmes l'île de Taha. Ces nouvelles exploitations vont augmenter le niveau de production agricole de Ayatea et de Taha'a. Jusqu'en 2023, 305 tonnes étaient commercialisées pour une valeur de 200 millions de francs. Le prochain objectif de l'association est la CAPL, la valorisation des productions. 2 ateliers de transformation de 150 mètres carrés, chacun sont disponibles pour les exploitants. On peut produire, mais qu'est-ce qu'on fait de nos produits? Donc, comme je disais, il faut faire de la transformation. C'est ce que nous avons mis en place sur Ayatea, aussi à Tahiti. Donc, les ateliers de transformation, le ourou, les patates douces, les tarotes, tout ce qui est les produits vivriers. Comment stocker nos produits pour éviter de ne pas importer d'autres produits que nous pouvons produire sur place. La politique du gouvernement dans cette sphère alimentaire, mais il ne pourra pas réussir chacun de son côté. Les agriculteurs sont ravis. On sait comment il faut faire les FAPU, tout ça. Des professeurs pour venir nous apprendre à transformer nos produits. Pour nourrir la motivation des agriculteurs, F'ahutu Yataha organisera en juillet une foire agricole, un événement qui ne s'était plus produit depuis une dizaine d'années. C'est ainsi que l'on clôture cette édition. Dans quelques instants, votre magazine Entre mer et terre, expédition aux îles australes. Passez une excellente soirée sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. On se retrouve demain à cette même place. Très bonne soirée. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.